Soyez les bienvenus pour cette nouvelle table ronde pour laquelle nous allons nous interroger sur le lien, le rapport entre santé et alimentation. Table ronde qui a pour thème se nourrir pour se guérir, car il faut dire que ce que nous mettons dans nos assiettes influe directement sur notre bien-être. Les études, on le voit, s'accumulent et les constats sont clairs. Le lien entre l'alimentation et la santé est incontestable. Et pour être totalement juste, il faudrait même élargir à la grande équation entre santé humaine, alimentation, agriculture, perte de la biodiversité, également dérèglement climatique. C'est ce qu'essaye de résumer le concept dit de One Health, une santé unique. On note également que des maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires, certains cancers ou encore l'obésité trouvent pour partie leurs racines dans nos habitudes alimentaires. Mais pour comprendre cette relation, il nous faut élargir notre regard, car se nourrir, c'est donc interroger les modèles agricoles qui façonnent ce que nous consommons. Et cela demande aussi une lecture plus claire de notre corps humain. On va en parler. Par exemple, un organe comme le microbiote devient une boussole jusqu'ici encore insoupçonnée. Enfin, cette prise de conscience, elle ne saurait être complète sans évoquer un enjeu crucial que nous allons aborder aujourd'hui, celui de l'éducation, de l'information, mais également de la prévention. Car savoir lire une étiquette, comprendre ce qui se cache derrière un produit, un ingrédient, un additif, mais aussi faire des choix éclairés sont devenus des compétences essentielles aujourd'hui pour tout consommateur. Alors comment reprendre le pouvoir sur notre assiette et aussi comment faire de ce que nous mangeons un levier pour préserver notre santé, mais également notre planète. C'est un vaste programme, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mon riche panel qui est très éclectique et j'en suis ravie. Je vais vous le présenter tout de suite. Donc, nous avons Sébastien Abyss, vous êtes chercheur associé à l'IRIS et également directeur général du Club Déméter, qui est, juste pour bien préciser que ce soit clair pour tout le monde, un écosystème du secteur agricole et agroalimentaire qui est tourné vers les réflexions de long terme, les enjeux mondiaux et également les dynamiques intersectionnelles. À vos côtés, Sabine Bonneau, vous êtes experte agriculture et alimentation et également présidente de Planète Score. Célia Dumas, vous êtes directeur expérience et solutions patients chez Novo Nordisk France, qui, je le rappelle, est une entreprise de santé internationale. À ma droite, Émilie Lovenbach, vous êtes directrice RSE et communication chez Ecoton et également présidente de la fondation Ecoton. Je précise que Ecoton est leader et pionnier du marché biologique en France avec des marques que vous consommez sûrement telles que Bjork, Bonne Terre ou encore Alter Eco. À vos côtés, Biliana Lessic, vous êtes docteur en microbiologie et également fondatrice de M et Moi. M et Moi, c'est un lieu de rencontre et de partage sur les enjeux de l'alimentation. On va parler microbiote avec vous. Juste à votre côté, donc Anne-Sophie Joly, vous êtes présidente fondatrice du collectif national des associations d'obèses. Et enfin, Anthony Berthou, vous êtes nutritionniste, spécialiste des enjeux systémiques de l'alimentation. Les présentations sont faites. J'ai une première question pour vous, Sébastien Abyss. En introduction, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi aujourd'hui les pratiques agricoles influencent-elles directement la qualité des aliments que nous consommons et donc par extension notre santé ? Merci. Bonsoir à tous et sensible au fait de pouvoir aussi parler d'agriculture quand on parle d'alimentation. Et je voudrais terminer par ça pour d'abord rappeler quelques éléments qui me tiennent à cœur par rapport à ce sujet, se nourrir pour se guérir. C'est un sujet que je suis de près depuis longtemps, y compris pour raisons personnelles. Moi, je suis franco-italien, donc la diète méditerranéenne, c'est quelque chose qui me parle un peu. C'est la région où j'ai passé le plupart de ma vie personnelle et professionnelle, au nord, au sud comme à l'est. Et la diète méditerranéenne, par définition, c'est un rapport constant entre agriculture, alimentation, santé individuelle, santé de l'environnement, santé des écosystèmes. Donc c'est quelque chose qui, depuis plus de 20 ans, d'un point de vue professionnel, est un peu chevillé au corps. Moi, je pense qu'il y a en fait plusieurs sujets en ce moment qui s'additionnent quand j'ai lu l'intitulé de cette table ronde. D'abord, ne pas oublier d'où on vient, c'est-à-dire que mieux vaut vivre en 2025 qu'il y a un siècle, et être clair sur le fait qu'on ne va pas tuer la mort au XXIe siècle. On ne va pas tuer la mort. Devenir immortel, il y a quelques individus dans le monde à coup de transhumanisme qui y rêvent, mais on ne va pas tuer la mort. Le grand défi de ce siècle, c'est comment augmenter l'espérance de vie en bonne santé.
Et on sait que l'alimentation joue un rôle absolument déterminant dans cet objectif qui mobilise pas juste des pays riches, si tant est qu'on peut encore parler de pays riches et de pays pauvres aujourd'hui. Il y a une attente planétaire pour que l'alimentation soit au cœur des enjeux de santé et finalement qu'on soit sur une alimentation qui ne pose pas la question est-ce qu'elle nous empoisonne quand on mange, mais est-ce que quand on mange, on augmente notre espérance de vie en bonne santé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect bien manger pour bien vieillir, puisque la planète va être de moins en moins bleue, elle va être surtout grise avec le vieillissement démographique. Je rappelle que c'est une dynamique mondiale, et si on prend ne serait-ce que le confetti français sur un planisphère, dans notre pays, actuellement, vous avez plus d'habitants nés en 1946 que de personnes qui sont nées en 2024. C'est ça la réalité démographique. Et la 4e ville de France qui vit en EHPAD, 800 000 habitants, vous avez un tiers d'habitants dénutris parce qu'on ne nourrit pas correctement les personnes âgées pour tout un tas de raisons, et notamment parce qu'on ne fait pas d'aliments mous retexturés. Et donc il y a un grand business sur l'aliment mou demain. La dynamique du mou, ça va être quelque chose tendance. Il va falloir inventer des solutions. Parce que quand il y a des problèmes dentaires inévitables, de mastication, ça pose plein de questions derrière. Je ne rentre pas dans les détails, mais je pense que c'est un angle totalement sous-estimé actuellement dans les problématiques de vieillissement démographique. On parle beaucoup des retraites. On ferait bien de parler un peu d'alimentation aussi des seniors où il y a des enjeux sociaux importants. Donc bien vieillir, c'est ça. Bien vieillir, c'est l'inverse, bien manger pour bien grandir. Alors on connaît les 1000 premiers jours de l'enfant qui sont absolument stratégiques. On a tendance à oublier un petit point au moment où on parle d'intelligence artificielle, c'est qu'un enfant qui grandit dans la faim ou la sous-nutrition, c'est un enfant qui voit en moyenne son QI divisé par 2, voire 2,5. C'est-à-dire que plus vous avez de problématiques de faim et de malnutrition dans le monde aujourd'hui, plus vous faites une persistance d'un manque d'intelligence humaine. C'est-à-dire si on veut investir sur un monde meilleur demain, il faut mettre le paquet sur l'alimentation des plus jeunes. Je le dis, il y a un sommet sur la nutrition à Paris à la fin du mois dont on parle assez peu, là aussi pour tout un tas de raisons, mais c'est absolument fondamental d'investir sur l'alimentation des 1000 premiers jours. Mais plus globalement, en fait, il faut bien manger les 25 000 jours de sa vie. Je ne vais pas empiéter sur le sujet du microbiote, mais ça fait des années que je dis que la meilleure assurance vie, c'est ce qu'on va mettre dans notre microbiote. Mettez pas votre pognon dans une assurance vie à la banque. Mettez tout votre pognon dans votre microbiote. C'est-à-dire que ce n'est pas une assurance vie pour la fin de la vie, c'est une assurance vie au quotidien qu'il faut pouvoir cultiver. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, ça veut dire que derrière, on revient à One Health aussi, c'est-à-dire que le microbiote, le sol a un microbiote. Donc un sol en mauvaise santé, c'est des sols qui nourrissent moins bien derrière et les animaux, et les végétaux, et les humains. Mais les végétaux, les animaux ont aussi un microbiote. Et en fait, même sur la question d'une seule santé, c'est tous les microbiotes qu'il faut regarder aujourd'hui, parce que c'est cette boucle et cette écologie circulaire, cette santé circulaire qu'il faut pouvoir observer. Je voudrais du coup finir sur un point très simple, c'est que quand on parle d'alimentation, quand on parle de ces problématiques santé par l'alimentation, il faut évidemment qu'il y ait des productions. À moins d'imaginer un Tricatel 21e siècle, peut-être que la collègue de Novo Nordisk en parlera pour savoir si les coupes-fins vont être le game changer de demain. Enfin, moi, la piqûre, c'est pas mon truc. Soleil Vert, ça n'a pas été mon film préféré il y a 50 ans. Et j'oublie pas que l'alimentation pour se guérir, c'est l'alimentation plaisir, l'alimentation sociale, l'alimentation avec ceux qu'on ne connaît pas, l'alimentation voyage par l'assiette, etc. Donc, il faut produire, ça veut dire que les agriculteurs, les aquaculteurs, les pêcheurs dans le monde, en fait, ils sont à côté des consommateurs. Ce n'est pas parce que parfois il y a des problèmes de pratique, il y a des retards et il y a encore des difficultés en termes de transition ou de performance sur des métiers difficiles, je le rappelle, métiers très difficiles, premier employeur du monde, mais métier difficile. Il y a aujourd'hui une volonté des mondes agricoles partout dans la planète, évidemment, de répondre aux attentes des consommateurs. Et des consommateurs qui sont devenus plus exigeants. Je le dis parce qu'on a tendance, et je boucle là-dessus simplement, je suis très sensible à tout le programme sur cette université sur 2 jours. Évidemment, il n'y a pas de planète B pour le climat.
mais il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas de planète B pour la géopolitique. Moi, mon sujet, c'est la géopo. S'il n'y a pas de sécurité, vous oubliez toutes les variables de soutenabilité ou de santé, malheureusement. Donc n'oublions pas l'aspect sécurité. On a besoin de produire, et on a besoin de produire toujours mieux, avec derrière des enjeux alimentaires qui dépassent le seul médical, le seul santé, et qui vont évidemment sur du social, sur de l'environnemental, et in fine du vivre et du faire ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, merci pour ces propos introductifs, Sébastien. Je vous laisserai réagir dans un instant. J'aimerais rebondir sur la notion de microbiote de nos terres et de nos pratiques agricoles par ailleurs. Avec vous, Émilie, et ensuite je vous laisserai compléter si vous le souhaitez. Je précise que Ecotone met aujourd'hui non seulement à disposition des consommateurs le premier calculateur d'empreintes pesticides pour l'alimentation, et vous êtes allé plus loin sur ce sujet-là, parce que récemment, vous avez lancé une campagne avec des ONG environnementales afin de sensibiliser les citoyens sur l'exposition aux pesticides et aussi les risques qui sont liés en matière de santé. Est-ce que très rapidement, vous pouvez nous rappeler de quels risques il s'agit ? Et aussi, est-ce qu'on a aujourd'hui des alternatives crédibles et durables ? Oui, merci pour cette question. Bonsoir à toutes et tous. Les risques pour la santé, en effet, les pesticides chimiques représentent un risque pour notre santé, la santé humaine. Il existe une présomption de lien entre l'usage de certains pesticides chimiques et le développement de plusieurs maladies chroniques, notamment chez les populations les plus exposées qui sont les agriculteurs, mais aussi les consommateurs. Et ça représente un risque à la fois pour la santé humaine, mais aussi pour la santé de nos écosystèmes, puisqu'on voit aujourd'hui, par exemple, qu'on a perdu en l'espace de quelques décennies, à peine 30 ans, 80% des insectes et un tiers de nos oiseaux de campagne. Donc les pesticides ont un impact à la fois sur la santé humaine et sur la santé des écosystèmes. Et c'est pour ça aussi qu'on a créé cette campagne Tous exposés pour alerter et mobiliser sur le sujet de l'exposition aux pesticides chimiques, puisque nous sommes toutes et tous exposés aux pesticides chimiques, agriculteurs, riverains, consommateurs, citoyens, à travers l'air qu'on respire, à travers l'eau qu'on boit. En 2023, on a 17 millions de Français qui ont bu une eau qui était non conforme aux qualités en termes de pesticides. Et aussi à travers notre alimentation, on a une étude récente de Génération Future qui démontre que 73% des échantillons, par exemple, de fruits et légumes non bio contiennent au moins un résidu de pesticides. Donc l'objectif, c'était, en tout cas, d'alerter sur cette exposition aux pesticides chimiques, mais de montrer aussi qu'il y avait des solutions et que notre alimentation était un puissant levier, en tout cas, pour réduire l'exposition aux pesticides chimiques et, par conséquent, aussi leurs impacts. Une des solutions, c'est l'alimentation bio. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, le bio, c'est le seul label public qui interdit l'usage de pesticides chimiques, qui par conséquent réduit la pollution du sol, la pollution de l'eau, la pollution de notre alimentation. Donc c'est un puissant levier, en tout cas, à la fois pour la protection de l'environnement et pour la santé publique. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est aussi le PNNS, donc le Programme national de nutrition et santé, qui a récemment, en tout cas il y a quelques années, intégré des recommandations qui visent à consommer en effet plus de fruits et de légumes, mais si possible cultiver selon des modes de production qui limitent l'exposition aux pesticides chimiques, je reprends exactement les termes du PNNS, et de privilégier si possible des aliments cultivés en bio. Voilà. Le problème, c'est que la bio, aujourd'hui, c'est 6% de nos dépenses alimentaires. Donc, c'est beaucoup trop peu d'un point de vue santé publique. Et c'est trop peu quand on se compare à des pays européens tels que nos voisins danois ou autrichiens qui sont à plus de 12% de la consommation. Merci beaucoup. Alors, pour revenir aux pratiques agricoles d'aujourd'hui et aux liens sur la santé, est-ce que, autour de la table, je vous l'ai dit, je vous invite à compléter si vous le souhaitez. Sabine. Bonsoir à tous. Merci Caroline de me donner la parole. Donc juste pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous ne pas être très nombreux dans cette salle, Planet Score, c'est une structure dont la gouvernance est assurée par des scientifiques, qui est reconnue d'intérêt général et qui affiche sur les produits alimentaires des paramètres environnementaux, notamment usage de pesticides, impact sur la biodiversité, impact sur le climat, donc pesticides, biodiv, climat, et le mode d'élevage quand les produits alimentaires sont concernés par un ingrédient issu de l'élevage. On travaille aujourd'hui avec un peu plus de 300 marques. Nous sommes déployés dans 12 pays. Nous sommes devenus, par la volonté des entreprises qui ont envie de travailler avec ce dispositif, le leader en Europe, et aussi et surtout par la volonté des consommateurs et des producteurs. Donc ça va faire le lien avec ce que disait Sébastien, c'est-à-dire qu'en fait ce dispositif il a été créé
à la demande des acteurs de la société civile. Planet Score est notamment déployé sur l'application mobile gratuite du FC Que Choisir, sur 135 000 produits alimentaires. Et il a également été développé sous l'impulsion d'ONG, mais également de collectifs étudiants et de collectifs d'agriculteurs qui avaient envie qu'un dispositif permette de refléter avec de la nuance les trajectoires de progrès qu'ils ont engagées. Et là, je vous rejoins Sébastien, on a vraiment des choses factuellement qui sont assez incroyables sur le terrain. Beaucoup de gens qui se démènent pour faire bien, pour faire mieux. Et donc, on a une étiquette qui permet de refléter ça. On parle également, au-delà de l'environnement, depuis un petit peu plus d'1 an, également du sujet ultra-transformation, qui est un des points émergents aujourd'hui. On est dans l'actualité, hein, puisqu'aujourd'hui, on a la V2 de Nutri-Score qui vient d'être acceptée, validée. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a un très gros enjeu de lien entre la qualité de ce qu'on fait au niveau agricole et la qualité ensuite de ce qu'on met en rayon. On a notamment des très intéressants travaux de chercheurs de l'INRA, Michel Duru, Olivier Théron, Anthony Fardet, sur ces sujets-là, et qui font un lien entre le microbiote, la santé des sols, la santé des plantes, la santé des animaux, la façon dont les cultures et les élevages sont conduits, et ensuite la qualité de notre alimentation. Avant même de commencer, pour certaines de ces matières premières, de les transformer. Et c'est là d'ailleurs qu'on a un petit goulet d'étranglement au niveau qualité alimentaire aujourd'hui, puisque au-delà de... Je pense qu'on va beaucoup parler d'obésité, de surpoids, etc. On a quand même une femme sur 6, un homme sur 7 dans le monde qui est obèse. Je ne parle pas de surpoids, donc c'est que ça prend des proportions qui sont assez dantesques. On a ici dans la salle à peu près, si la statistique qui a été faite par le gouvernement américain est juste, il y a 10 ans, donc on les a probablement rattrapés à ce stade, 88% de la salle, donc des adultes, qui sont concernés par soit hypertension, diabète, stéatose hépatique, hypertension artérielle, etc. Donc ça veut dire qu'on n'a que 12% de la population qui est en bonne santé. Ces sujets-là sont clairement en lien avec la façon dont on se nourrit tous les jours. Et ça n'est pas qu'une question de microbiote, alors on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais le microbiote est quand même un élément central et il peut être effectivement grandement perturbé par la façon dont on le conditionne tous les jours avec ce qu'on ingère. On en parlera plus précisément dans un court instant avec vous, Biliana. Alors, Anthony, comment est-ce qu'on fait mieux ? Comment est-ce qu'on définit un modèle alimentaire résilient qui tiendrait justement spécifiquement compte des enjeux de santé ? Quels sont les leviers majeurs pour y parvenir ? Merci de me donner la parole. C'est un vaste sujet. Et au-delà de la notion de santé, c'est aussi la notion d'écologie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de recommandations nutritionnelles, il faut savoir qu'on a un regard qui est porté uniquement, entre guillemets, sur la partie santé individuelle et qui ne sont pas forcément des recommandations qui sont compatibles avec des enjeux écologiques collectifs à long terme. On a des rapports qui existent de consensus d'experts, notamment le rapport ICLAND-7 qui est sorti il y a à peu près 6 ans désormais, qui s'est penché sur la question et qui a tenté de modéliser en fait, des schémas alimentaires qui pourraient être cohérents. Donc c'est un modèle qui est critiquable sur un certain nombre d'éléments, qui a le mérite quand même de mettre en avant cette problématique double, c'est-à-dire et de réponse aux enjeux écologiques et de réponse aux enjeux nutritionnels, mais qui a beaucoup de limites, notamment sur les modes d'élevage, la qualité des cultures, etc. Et en matière d'alimentation, en fait, on a 3 piliers qui sont essentiels. C'est bien sûr le pilier nutritionnel, le pilier toxicologique et le pilier écologique. Et aujourd'hui, dans les recommandations de santé publique, on n'a aucune démarche transverse qui associe ces 3 éléments. On a un rapport qui est sorti il y a quelques années, notamment à partir des données d'un K3 et d'études d'un rapport qu'on appelle HIT2, qui montrait que si on cherchait à couvrir les besoins nutritionnels, notamment en oméga 3, on était confronté à un problème d'accumulation de toxiques à travers les aliments qui étaient vecteurs d'oméga 3. Et la conclusion a été de dire qu'il n'y a pas de solution, ce qui est quand même assez dommageable en soi, parce que bien évidemment, il y a des solutions. Ces solutions, elles passent par une réforme globale en fait, du circuit alimentaire. Je vais juste donner un exemple pour ces oméga-3. On estime que 98% de la population française est déficitaire en oméga-3 à longue chaîne. Donc, c'est-à-dire que statistiquement, ici, à part quelques personnes, on est tous concernés. Donc,
une solution peut être de dire manger plus de poissons gras, plus de saumon, plus de thon. On a une dimension éthique, une dimension de pêche qu'on ne va même pas aborder, même si c'est bien sûr intéressant. Mais il faut savoir que ces poissons, ils sont malheureusement contaminés à travers notamment le méthylmercure, les dioxines, les PCB. Donc face à cette question, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on augmente les apports en oméga 3 pour couvrir les besoins de population, au risque d'avoir un impact écologique important, au risque d'avoir un impact toxicologique extrêmement important également? Donc, quid? Ne serait-ce que la question des petits poissons gras, c'est-à-dire de consommer peut-être des sardines, des maquereaux, qui sont des poissons en début de chaîne alimentaire, qui vont avoir un impact écologique moins important, qui vont nous permettre de couvrir tout autant nos besoins en oméga 3 et qui vont également avoir moins de métaux lourds, puisque c'est des poissons qui ont accumulé moins de toxiques au cours du temps. Mais on parle très peu, par exemple, du mode d'élevage. Et je vais donner 2 exemples à ce niveau-là, celui des œufs et celui de la viande. C'est-à-dire que je citais le rapport Eat-Lancet qui a finalement apporté un regard assez réductionniste de se dire finalement il faut diviser la quantité de produits animaux au moins par 2 à l'échelle mondiale, multiplier par 2 celle de fruits et légumes pour gagner 49% d'émissions de gaz à effet de serre sur la partie alimentaire. Alors après, il y a la question du référentiel, mais au-delà de ça, n'est pas évoquée la question du mode d'élevage. Et c'est plutôt un sujet qui a été un peu botté en touche. Et on sait aujourd'hui qu'un modèle d'élevage extensif, c'est-à-dire quand la vache va brouter du foin, va brouter de l'herbe, va être en pâturage, va manger plus d'oméga 3 végétaux qui vont être métabolisés par l'animal et qui vont nous permettre d'avoir ces fameux oméga 3 à longue chaîne. À l'inverse, si on va vers une alimentation bovine où vous allez avoir des tourteaux de soja, des tourteaux de maïs, on est sur des produits qui vont contenir beaucoup d'oméga 6. Alors je ne vais pas rentrer dans trop de techniques à ce niveau-là, mais ces oméga 6 végétaux sont métabolisés pour donner ce qu'on appelle de l'acide arachidonique qui vient en opposition d'action avec des oméga 3 à longue chaîne. Donc en fait, la solution, elle est quelque part très simple. C'est-à-dire qu'en revoyant le modèle non seulement d'élevage, mais aussi de recommandation, on va pouvoir enrichir la qualité en fait en oméga 3, diminuer celle en oméga 6, donc ce qui aura bien sûr un impact positif pour notre santé, ce qui aura un impact positif sur le modèle d'élevage. On peut aussi évoquer la notion de bien-être animal, etc., qui est un autre sujet. De la même façon, au niveau des œufs, on parlait du label bio qui effectivement a ce mérite d'être de limiter en tout cas les intrants, mais on est sur des cahiers des charges avec des obligations de moyens et non pas des obligations de résultats. Si on parle du modèle bleu-blanc-cœur, il a cette vertu d'apporter une obligation de résultat, c'est-à-dire de garantir qu'on aura une certaine quantité en oméga 3 dans les œufs qui vont être consommés. Donc le consommateur peut être perdu face à ça, finalement. Ce que vous êtes en train de dire sur les œufs bio, c'est que les œufs bio, d'un point de vue nutritionnel, ne sont pas nécessairement les plus intéressants. Okay. Donc, si on prend le ratio oméga 3 sur oméga 6, pour rester dans l'exemple que j'indiquais, c'est exactement la même chose. Est-ce que pour autant, il faut aller promouvoir une alimentation avec des œufs issus de poules en batterie? Bien évidemment, non. La question des intrants est un autre sujet, mais sur la partie nutritionnelle, on n'a pas ou très peu de différence, à la différence d'un label bleu-blanc-cœur qui, lui, ne va pas forcément intégrer des aspects liés aux intrants ou autres en fonction des critères qui vont être considérés. Donc finalement, hormis avoir un double label, le consommateur ne va pas avoir de solution, si ce n'est connaître un agriculteur qui aura une démarche vertueuse localement. D'où l'intérêt d'avoir des référentiels qui soient les plus holistiques possibles, les plus globaux, pour pouvoir aider le consommateur dans son choix. Un dernier exemple, parce que je ne vais pas mobiliser la parole, on parlait du microbiote, effectivement, qui est un élément bien sûr essentiel, on le sait très bien vis-à-vis de notre santé. On parlait des écosystèmes, on parle de plus en plus d'holobionte, c'est-à-dire d'équilibre entre notre microbiote intérieur, pour ce qui concerne l'humain, l'hôte, donc nous, et l'environnement direct. Et on sait que ces bactéries vont émettre des composés qui vont même interagir au niveau cellulaire, notamment avec ce qu'on appelle les mitochondries. Je ne vais pas rentrer là non plus. Parce que Biliana nous en parlera voilà, tout à l'heure. Et donc on voit qu'on a des communications finalement bidirectionnelles qui existent et qui nous amènent à énormément d'humilité par rapport à ce qu'on connaît de la nutrition. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est très axée sur au pire la diététique, au mieux de la partie micro ou macro-nutritionnelle, mais Sabine l'évoquait sur la notion des aliments et la notion d'ultra-transformation.
Aujourd'hui, on sait que la perte d'intégrité de la matrice alimentaire a des conséquences très importantes. On parlera du sujet de l'obésité, sur un certain nombre de pathologies chroniques. Aujourd'hui, la littérature commence à abonder dans ce sujet. Et pourquoi je vous donnais cet exemple? Tout simplement par rapport au modèle de culture. Quand on prend un végétal, que ce soit une tomate, un poireau, etc., qui va devoir se défendre tout seul à travers un modèle de culture plus, on va dire, plus résilient, ce végétal va augmenter sa capacité de défense. Et ces systèmes de défense sont notamment ce qu'on appelle des polyphénols, qu'on considère en nutrition humaine comme des antioxydants. Et en fait, ce ne sont pas des antioxydants, ce sont encore une fois des composés de défense qui vont agresser nos mitochondries. Et en agressant nos mitochondries, ils vont nous permettre de renforcer notre propre système d'adaptation et de protection contre le stress oxydatif, et donc de réduction des risques de pathologies indiqués. Donc, à l'inverse, vous prenez une tomate qui a été cultivée hors sol. Cette tomate, elle a été chouchoutée au sens du fertilisant, au sens des intrants chimiques, etc. On lui a donné tout ce dont elle avait besoin et elle s'est totalement désadaptée au sens de la capacité de défense. Et en moyenne, quand on regarde les méta-analyses dans la littérature scientifique, on a une diminution au minimum de 60% des polyphénols. Donc en fait, en revoyant un modèle de culture qui va nous permettre effectivement d'être plus cohérent d'un point de vue écologique, on va renforcer la densité en polyphénols des végétaux qu'on va consommer et qui vont permettre aussi de répondre en fait à des enjeux de santé liés notamment à ce stress oxydatif. Donc en conclusion, c'est vraiment, je pense, l'élément essentiel, c'est que des solutions, on en a. C'est des solutions qui convergent, c'est des solutions dites de bon sens, au sens très positif du terme. Alors aujourd'hui, la littérature nous permet de conforter ce bon sens, et c'est très bien, mais tant qu'on n'aura pas cette vision globale, c'est pour ça que je parlais de ces 3 piliers toxicologique, nutritionnel et écologique, en fait, on aura une vision qui sera segmentée, scientifiquement peut-être intéressante, mais pas satisfaisante sur le plan de la santé. Joanne-Sophie Acquiescé. Alors, à ce stade de la table ronde, vous avez compris que le sujet est bien plus complexe que ce que vous imaginez déjà. J'espère pas vous avoir perdu quand même. Et Anthony Berthoud, je précise que vous sortez au mois d'avril un livre sur les idées reçues, 1000 pages, où vous traitez de 41 idées reçues. On en parlera juste après, notamment sur l'information éclairée. Alors, juste, je me permets, 1000 pages, c'est celui qui est sorti il y a quelques temps. Là, oui, celui sera plus court. D'accord, donc un peu plus digeste si vous voulez vous y plonger. Anne-Sophie, alors, selon une étude de la revue The Lancet, 1/3 des jeunes et 6 adultes sur 10 seront en surpoids ou obèses d'ici 2050 si rien n'est mis en place par les pouvoirs publics. Les premiers états généraux de l'obésité se sont tenus ici, lundi 3 mars. Est-ce que vous pouvez nous préciser, justement, on a déjà depuis le début de la table ronde évoqué plusieurs fois le sujet de l'obésité. Quelles sont les sources sur lesquelles on peut agir afin de lutter contre l'obésité avancée en France ? Alors merci pour l'invitation. Effectivement, nous avons organisé lundi 3 mars, le CNAO, les premiers états généraux de l'obésité qui étaient sous le haut patronage du président de la République et avec le soutien du ministère de la Santé, où on a essayé effectivement de mettre des acteurs à 360 degrés pour montrer effectivement la complexité de l'obésité et surtout, si on veut des résultats, en fait, ça va être un travail collaboratif de tout à chacun. Si on fait juste un petit focus de là, aujourd'hui, en France, sur 67 millions de citoyens français, il y en a 10 millions qui sont que en obésité. À ça, vous rajoutez, et on est à peu près à 50% de la population qui souffre de surpoids et d'obésité. L'obésité, c'est 18 pathologies associées. Alors, je suis une fille sympa, hein, ça ne se paraît pas comme ça, mais je dis des trucs un peu violents, mais l'obésité, c'est 18 pathologies associées. Et je vous rappelle un petit détail qui s'appelait le Covid. Le Covid, sur des cohortes nationales et internationales, 47% des gens qui étaient en réanimation, qu'importe l'âge et qu'importe le taux de gravité, c'était nous. 40% des décès, c'était nous. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce qui va se passer à la prochaine pandémie. Donc, une fois que j'ai dit ça, l'OMS nous dit qu'en 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, c'est plus 18% de la population qui serait en obésité, c'est 29% dans 5 ans. Donc, en fait, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, nous, c'est ce qu'on a dit le 3 mars dernier. Alors, on le martèle, on l'enfonce par tous les clous, etc.
c'est déjà la reconnaissance de l'obésité comme étant une maladie, ce qui n'est pas le cas en France. Alors que la France a fait énormément de choses, ce n'est pas le cas. Alors, je fais la liste au Père Noël parce que ça nous permettra d'avancer et c'est l'objet de ce qui est fait aujourd'hui. C'est comment on peut finalement travailler et être, j'ai envie de dire, je vais employer un gros mot, être intelligent collectivement parlant. C'est-à-dire, pour qui on fait ça ? C'est-à-dire qu'on ne le fait pas pour sa petite personne, on ne le fait pas pour son ego, on le fait pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants. C'est effectivement la grande cause nationale 2026, un plan interministériel basé à Matignon, 10 ans renouvelable, tel un plan cancer. Interministériel. Donc, alimentation, éducation nationale, on a les transports, on a les dom-tom, les drom-tom, où en fait finalement le taux d'obésité il est beaucoup plus élevé qu'ici en métropole, parce que la nourriture elle vient d'où ? Des États-Unis, 30% plus de sucre, et je vous en passe des meilleurs. Donc on sait exactement où on va. Il faut travailler aussi à l'amélioration des recettes des produits ultra transformés et transformés. Pourquoi on met du sucre dans des petites boîtes de petits pois ? Alors, pardon, oui, alors, non, mais on va se revoir. Non, mais, enfin, voilà, c'est pourquoi finalement, la drogue la plus dure, c'est pas la coke. Voilà. Pourquoi on met du sucre partout ? Pourquoi, finalement, on n'en arrive pas à se dire, on fait nos propres recettes et on les fait. Je suis sur un vœu pieux. Par contre, maintenant, si le papa, la maman, enfin, le couple, en règle générale, ne travaille pas, on n'y arrive pas. Donc, en fait, c'est une solution de facilité, mais est-ce qu'on est d'accord avec le fait qu'on nous mette des trucs dont on ne sait pas d'où ça vient, dont on ne sait pas ce que c'est ? Enfin, à un moment donné, c'est nous, les consommateurs. Alors, je vais faire un côté un peu militant. Est-ce qu'on est d'accord avec ce qui se passe ? Est-ce qu'on a envie de se bouger ? Est-ce qu'on a envie d'acquiescer ? Est-ce qu'on a envie de se dire, mais attendez, ce produit-là... on va peut-être pas le faire en fait. Souvenez-vous des lasagnes soi-disant de bœuf dans lesquelles il y avait des chevaux roumains. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette période-là. Du jour au lendemain, plus de lasagne vendue, plus aucune lasagne vendue. Ça prouve bien que finalement, le consommateur, l'individu lambda, il a beaucoup plus de pouvoir que l'on ne veut bien croire. Donc je termine ma petite liste au Prévert. Le Nutri-Score, hyper intéressant, il a été signé cette nuit. La V2. La V2. Oui. Parce que finalement, quand vous regardez bien, alors évidemment, il faut regarder, on a besoin de tout un tas de choses pour faire fonctionner le métabolisme. Mais en attendant, si vous n'avez pas fait Sciences Po sur comment on lit un étiquetage, et là j'en reviens, parce que là on est quelque part, bon, moi je suis peut-être la moins sachante de toutes, mais le corps, il a besoin de quoi pour fonctionner ? Il a besoin de quoi ? On a besoin de plaisir et on a besoin finalement de minéraux. On a besoin d'une vulgarisation de l'information. On a besoin que ça soit bienveillant et on a besoin que ça ne soit pas en version donneur de leçons. Parce que sinon, les gens n'adhèrent pas et c'est logique. Et on en arrive effectivement à la charte alimentaire, la connaissance fine finalement de la population et surtout la formation des professionnels de santé à l'obésité. Parce que comme ce n'est pas reconnu comme une maladie, eh ben, les professionnels de santé ne sont pas formés en cursus initiaux, c'est 3 heures facultatives à la fac de médecine. Donc en fait, les médecins sont confrontés à la moitié de la population qui souffre de surpoids et d'obésité, où ils sont désemparés en nous voyant arriver, soit parce qu'il y a de la stigmatisation et de la grossophobie, soit parce que le matériel n'est pas adapté, soit parce que les posologies médicamenteuses ne sont pas adaptées. Et Monsieur Tsepazian, vous disiez les coupes-fins. Quand vous en arrivez à une obésité massive et morbide, là, en fait, c'est le rapport bénéfice-risque. Est-ce qu'on veut vivre ou pas ? Et quand vous savez que vous avez entre 7 et 10 ans d'années de vie en moins, que vous allez pouvoir baisser votre hypertension artérielle, que vous allez peut-être pouvoir remarcher normalement, eh ben, le médicament, vous le bénissez parce que pourquoi, éventuellement, lorsque vous avez une hypertension artérielle, on va vous dire « Ah, mais prends ton médicament ». Et pourquoi il y a ce regard négatif sur un médicament qui peut sauver des vies ? Oui, mais voilà. Ça, c'est important pour moi parce qu'il y a une forme de stigmatisation sur « c'est un médicament, pour les obèses, ils ne font pas assez d'efforts ».
C'est faux. Ce n'est pas un choix de vie. Et je le dirai en deuxième partie tout à l'heure, c'est qu'il y a une partie qui se transmet génétiquement parlant. Et qu'à un moment donné, quand vous avez 2 parents qui souffrent de surpoids et d'obésité, l'enfant, il n'a que 80% de chance d'être obèse. Et là, vous avez des crucifiés d'entrée de jeu à la base. Et ça, c'est intolérable et on est en train de tuer notre population. Célia, je me tourne vers vous. Novo Nordisk a lancé cette année la fresque de la maladie obésité qui s'inspire de la fresque du climat. Si vous êtes ou si vous allez passer à l'UNESCO, je précise que vous avez un stand où justement vous pouvez en savoir plus sur cette fresque. Cette fresque, elle invite à changer de regard sur la maladie obésité. Pourquoi c'est important, en complément des propos d'Anne-Sophie, pourquoi c'est important de changer de perception et quelle était, au-delà de ça, la volonté de cette fresque? Je pense que ça a commencé à se voir pendant ce début de tour de table. On parle de One Health et là, on l'a déjà mis beaucoup de notions dans ce One Health, principalement autour de l'alimentation. Quand on commence à parler obésité, on va y rajouter aussi tout un tas de notions. On va rajouter tout ce qui se passe autour de la sédentarité, de l'activité physique, tout ce qui se passe autour de la génétique, comme le vient de le dire Anne-Sophie, tout ce qui va se passer finalement autour, on en a parlé aussi, de tout ce qui va être pesticides, de tout ce qui va être perturbateur endocrinien, de tout ce qui va être traumatisme potentiellement d'enfance, de tout ce qui va être harcèlement, stigmatisation. Et la liste, elle est encore beaucoup plus longue. Et finalement, on en a potentiellement tous un regard très biaisé. Est-ce qu'au fond de nous, de manière très sincère, et honnêtement, je vais le dire moi-même, avant de connaître la maladie obésité il y a 3 ans, je pouvais me dire, la fameuse phrase qu'on entend toujours, mangez moins, bougez plus, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de ça quand même ? Alors on va me dire non, je pense que si je fais la main, on doit lever, mais honnêtement, au fond de nous, est-ce qu'il n'y a jamais eu un regard qui s'est porté sur des gens en surpoids, en obésité, qui commandaient un burger, ce genre de choses? Et en fait, quand on commence à décortiquer d'où vient cette maladie obésité, comment est-ce qu'elle marche, pourquoi, on peut venir démonter énormément d'idées reçues. Et tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, on ne sera pas capable d'accompagner complètement, on va le dire, bientôt un tiers de la population française. Avec nos regards biaisés, on rajoute des kilos aux kilos, et ça a été prouvé scientifiquement. Avec la stigmatisation qui touche aussi beaucoup les professionnels de santé, les gens se retirent des parcours de soins, les gens ne veulent plus aller se faire accompagner et se faire soigner. Et aujourd'hui, on est persuadés qu'on a tous une carte à jouer. On a tous la possibilité de venir se remettre en question, de venir regarder où on en est un peu dans nos biais, de mieux comprendre pour mieux accompagner et mieux positionner. Et un peu sur le même modèle que la fresque du climat, on a voulu se dire comment est-ce qu'on fait pour expliquer ça le plus simplement possible. Toutes les causes, toutes les conséquences qui sont extrêmement variées, intriquées. Et pour moi, c'est vraiment la définition du terme complexité. Et tu me dis, si Anne-Sophie, c'est ça, quand tu tires un fil sur ce sujet. Et j'aimerais bien aussi dire qu'on ne parle pas d'obésité, mais des obésités. Et dans la maladie obésité, toutes les causes et conséquences sont très individuelles et personnalisées. Et donc, si on ne fait pas ce travail de remise à plat, on passera à côté du sujet. Donc oui, il y a l'alimentation, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et pour moi, il faut vraiment le prendre de manière systémique. Et donc, l'idée de ce jeu, c'est d'abord de se dire, idée reçue, vérité, qu'est-ce que je crois? Et je le pose. Et après, pour nous, la deuxième partie a été extrêmement importante, d'avoir un jeu de cartes argument, scientifiquement validé, posé. Et c'est un sujet où il y a beaucoup moins de consensus que ce qu'on pense. D'ailleurs, en France, on me dit que ce n'est pas encore considéré comme une maladie. Et donc, on y a eu un groupe de plus d'une vingtaine d'experts, professionnels de santé, de tous bords, psychologues, associations de patients, représentants patients experts, journalistes, artistes. On a vraiment essayé de vous le faire. Et il y a forcément, effectivement, le CNAO qui a beaucoup replanché sur tous les documents aussi. Et se dire, voilà, là, il y a des faits. Et ça nous permet de venir challenger cette partie-là. Et la troisième partie, c'est de se dire, d'accord, maintenant qu'on a vu ça, on en fait quoi? Et le « on en fait quoi ?» il est à la fois à titre individuel, mais vraiment à la fois à titre collectif et sociétal. Et c'est vraiment un sujet de société. Et comment est-ce que collectivement, on peut faire bouger les choses, et à minima sur le regard qu'on porte sur cette maladie. Donc venez la faire. Je vais apporter un regard complémentaire. Il y a quand même là, moi, des choses qui m'interpellent et que je trouve assez préoccupantes malgré tout. C'est qu'on accepte presque comme un fait accompli, qu'on ait des développements à l'échelle d'un temps qui est très très court, des développements fulgurants de maladies non transmissibles
qui sont quand même en lien avec l'alimentation, il faut être clair. Bon, bien sûr qu'il y a d'autres facteurs, mais il faut quand même arrêter le brouillard. On ne devient pas obèse en respirant. Moi, je viens d'une famille d'obèses. Voilà, je pense qu'il faut quand même être clair. On ne peut pas devenir obèse si on n'a pas un problème avec la satiété, par exemple. Et que font les médicaments, comme le Wegovy? On n'a plus faim. Ça coupe une partie de la faim. Deuxième chose, je pense qu'il ne faut pas se dire que c'est la solution à tout. D'abord parce que quand on perd 10-15% du poids, quand on est obèse, on reste obèse en fait. Donc ça limite un certain nombre de problèmes, mais c'est vraiment à la marge. Ça coûte très très cher. Alors soit c'est à payer par les personnes elles-mêmes, et ça veut dire médecine à double vitesse, puisqu'il y en a qui ne peuvent pas y accéder. Soit c'est remboursé par le système de sécurité sociale, qui est déjà en plein effondrement. Soit c'est remboursé par les mutuelles, qui sont déjà à genoux. Donc en fait la question c'est simplement, et ça a été dit très clairement par l'autorité nationale de santé britannique l'an dernier, en fait on ne peut pas se payer ce qu'on est en train de se faire subir au niveau alimentaire. On ne peut pas, on n'a pas l'argent. Donc en fait, attention, c'est bien beau de dire on se tend la main, on normalise, etc. Moi, je suis assez gênée par tout ça en réalité. Non, c'est pas normal qu'en 40 ans, quand on regarde des photos de population dans la rue ou sur les plages, tout le monde soit 2 fois plus large. Sincèrement, non, ça n'est pas normal. J'aimerais juste faire réagir Anne-Sophie, pardon. Alors, l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. C'est les scientifiques, on travaille, c'est plus de 600 portes d'entrée à l'obésité. 600, plus de 600. Il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des traumas physiques et psychologiques. On ne se lève pas un matin en se disant je vais devenir obèse, je prends 70 kilos sur les épaules, 100 kilos, ça va être la panacée. Et ce soir, en me couchant, je retire mon manteau de 70 kilos de kilos. C'est pas comme ça que ça marche. Vous avez, génétiquement parlant, une sensibilité à développer ou pas. Après, lorsqu'on tombe dans la précarité, je vais parler cash. Lorsque vous êtes dans la précarité et que vous avez un salaire et vous devez faire manger 3, 4, 5 personnes, il va falloir choisir entre je me loge, je paye la voiture, l'essence, le chauffage, je mange ou pas. Les étudiants, c'est pareil. Le nombre d'étudiants qui ne mangent pas. Les gens, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Et que lorsque vous n'avez pas d'argent, vous prenez effectivement les produits les moins chers, qui sont les plus ultra transformés, avec un maximum de trucs qu'on ne veut pas. C'est là où il faut légiférer, mais au niveau international, sur effectivement, qu'est-ce qu'on tolère ou qu'est-ce qu'on ne tolère pas dans l'ultra-transformation de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on est prêt, et alors là, on n'est pas assez nombreux pour militer. Nous, on bosse avec Foodwatch. Je peux vous assurer que Karen Jacquemart, quand elle a quelque chose à le dire, elle va vous le dire. Hein. Puis il n'y a pas de problème de perception de l'information. Mais maintenant, quand vous êtes face à des sociétés agroalimentaires internationales, vous pesez quoi à côté ? Il faut informer. Nos outils à nous, c'est comment on peut finalement utiliser les outils de... Alors si je prends que l'exemple de la nourriture et de la transformation, quels sont les outils qu'on peut utiliser ? Donc nous, on travaille, moi je suis signataire depuis le départ de la charte alimentaire à l'ARCOM, les interdictions de publicité agroalimentaire sur les écrans jeunes, 0. On les a obtenus. Là, on est en train de travailler sur les écrans partagés. On a réussi à faire signer le 17 décembre, après 6 mois intensifs, de réunions pas programmées, loose day, en parallèle, où pendant juillet-août, on était, je peux vous assurer, entre 35 et 45 systématiquement en visio, où j'ai mis en face le ministère de la Santé sur différentes instances. Il y a des associations de patients sur différentes instances, parce qu'on parlait de maladies. Mais quand vous êtes sur des organes sourds, comme les reins et le foie, où on ne perçoit pas, quand vous avez mal, c'est qu'il est déjà trop tard. Que vous avez une augmentation des cancers entre x4 et x8. Moi, je leur ai dit, attendez, à un moment donné, c'est quoi ? Je mange, je vis, je mange, je vis plus, je fais quoi ? Et il n'y a pas cette information auprès de la population. Il n'y a aucune transparence sur la façon dont on doit manger, sur la fréquence de la consommation de certains produits. Est-ce qu'on doit retirer effectivement... Alors,
Je pense à un produit, parce que la ministre de l'Agriculture parlait du roquefort, je crois, si je ne m'abuse. Bah oui, on peut manger du roquefort, mais la quantité, c'est quoi la quantité? Et on fait quoi avec quoi, en fait? J'aimerais juste qu'on s'arrête un instant, rapidement, sur les produits ultra-transformés. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On a parlé de la maladie obésité, mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des conséquences, notamment sur les maladies chroniques ou la santé mentale? Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Alors, la santé mentale, c'est la dépression, c'est des TS, tentatives de suicide. Le fait de consommer des produits ultra transformés. Mais c'est que vous sortez de la société, vous vous excluez totalement. Je laisse Célia compléter, mais on se retire de la société parce que le regard, il est inquisiteur à mort. Nous, on a sorti après 2 ans et demi de travail au collectif, on a été missionné par le ministre de la Santé et la direction du PNNS, le professeur Daniel Nisri, qui était avec vous ce matin, un rapport sur comment lutter contre la discrimination et la stigmatisation. Les gens sortent du système de santé. Enfin, il y a plus de 50% des soignants qui sont stigmatisants parce qu'ils ne connaissent pas la pathologie. Donc les gens sortent du système de santé parce que vous entendre dire elle est enceinte, elle est obèse et elle prétend à vouloir avoir un enfant. Ça, vous l'entendez? Enfin, c'est quoi le système de santé égalitaire? Alors, effectivement, on déborde. On déborde, on est plus généreux. Mais d'un autre côté, ça n'a pas été un choix non plus. Sinon, on ne le serait pas. Les premiers à en souffrir, c'est les gens concernés. J'aimerais juste compléter sur les produits transformés avec vous, Anthony. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui, très concrètement, des conséquences sur la santé mentale, sur les maladies chroniques? Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous donner ces éclairages? Justement, je vais faire le lien avec l'obésité. C'est que, en fait, l'obésité, par définition, est un état inflammatoire chronique. Et ça, c'est dans la reconnaissance de la pathologie, c'est vraiment essentiel de le comprendre. C'est-à-dire qu'on sort complètement d'une logique de volonté. Pareil du microbiote, une dysbiose intestinale, c'est-à-dire une perturbation du microbiote, va induire une résistance à l'insuline. Exactement. Cette résistance à l'insuline va favoriser une inflammation de bas grade qui est dite systémique. Une inflammation de bas grade systémique, excusez-moi des termes, mais c'est une inflammation qui est pernicieuse, qui est latente. Vous faites une prise de sang, vous allez doser un marqueur qui va s'avérer normal parce que c'est le marqueur classique de recherche d'inflammation aiguë. Dans le cas de l'obésité, on est sur un état inflammatoire chronique qui est vraiment pernicieux et qui va en fait être en sous-marin pendant très longtemps. Et à un moment donné, à force de cumuler des facteurs, de la graisse dans le foie, donc la stéatose hépatique, la sédentarité au niveau musculaire, au niveau du foie, du pancréas, excusez-moi, la résistance à l'insuline, tous ces éléments-là, en fait, vont faire qu'à un moment donné, une goutte d'eau va faire déborder le vase. Et quand vous êtes rentré dans un état inflammatoire chronique, vous pouvez avoir la meilleure volonté du monde. Si vous n'avez pas un protocole, vous n'avez pas un accompagnement qui est adapté, vous n'en sortirez pas parce que on peut parler de modifications au niveau du comportement alimentaire. On a des états, par exemple, de pulsions sucrées qui s'expliquent par des états inflammatoires chroniques. Donc, une personne qui va les jeter sur un produit sucré vers 16 ou 17 heures, indépendamment en fait, de la composition de cet aliment et de la transformation, c'est aussi une réponse à un état inflammatoire qui a été induit sur du long terme. On parlait des perturbateurs, des biocides, etc., qui sont des éléments qui contribuent à cet état inflammatoire. Et pour répondre maintenant à votre question à ce niveau-là, c'est qu'on sait, à travers la littérature récente, qu'effectivement, l'ultra-transformation, c'est-à-dire la perte d'intégrité de la matrice alimentaire, va favoriser en fait, cet état inflammatoire chronique. Quand on parle de Parkinson, on est sur des états inflammatoires chroniques. La maladie d'Alzheimer, par définition, est un état neuro-inflammatoire chronique. La dépression est un état neuro-inflammatoire. Je parlais de la résistance à l'insuline, du diabète de type 2, des maladies auto-immunes. L'immunité est un système de régulation extrêmement fin et il suffit d'avoir un grain de sable à un moment donné qui va vous faire basculer soit dans une hyper-réactivité, voire des maladies auto-immunes, des allergies, ou dans une susceptibilité infectieuse qui va être plus importante. Tu parlais effectivement de Covid. Qu'est-ce qui fait que l'obésité était un facteur de risque? C'est qu'il existait cet état inflammatoire chronique, latent, et à un moment donné, ce qu'on appelait l'orage cytokinique, c'est-à-dire que l'infection crée une inflammation, là où la plupart des personnes réussissaient à réguler cette inflammation, de par l'obésité ou des personnes qui étaient diabétiques, etc., on avait un état inflammatoire qui s'emballe et qui n'arrive plus à être contrôlé et qui va amener en fait, à ces difficultés. Donc, pour vous répondre, en fait, le point commun de toutes ces pathologies, c'est l'inflammation chronique. Et
notre mode de vie est très lié, et les aliments ultra transformés, aujourd'hui, encore une fois, on a de plus en plus de publications qui mettent en évidence justement, si ce n'est un lien de causalité, en tout cas une corrélation forte entre le niveau de transformation des aliments et l'émergence de ces pathologies. Je me permets de citer une étude pour ne pas être trop long, parce qu'elle est importante, elle est peu médiatisée. En fait, des auteurs en 2000, à peu près 4 ans, se sont entre guillemets amusés à évaluer le nombre de composés actifs qui étaient présents dans les fruits, les légumes, dans les végétaux, et qu'on sait associer à un effet biologique. Ils ont identifié à peu près 150 principes actifs, ce qui est déjà en soi très bien. Sauf qu'ils ont cherché dans toutes les bases de données internationales le nombre de métabolites, c'est-à-dire de composés qui étaient présents dans des végétaux, mais qu'on ne sait pas associer à un effet biologique particulier. Et on a plus de 49 000 métabolites secondaires, c'est-à-dire de composés dont on ne connaît pas forcément les effets biologiques. Et quand vous allez acheter je ne vais pas citer un aliment, parce qu'on ne va pas dogmatiser ou stigmatiser quoi que ce soit, un produit ultra transformé, on en connaît tous. En fait, vous prenez un produit dont on a complètement déstructuré cette matrice alimentaire, et on ne sait absolument pas ce qui va se passer sur l'interaction de ces composés entre eux, soit des effets synergiques, des effets antagonistes. Et donc le fait de se dire je vais lire ma table de composition nutritionnelle et j'ai 80% de glucides, j'ai 10% de lipides, etc., c'est une vision qui est peut-être nécessaire mais qui n'est absolument pas suffisante. Et donc pour vous répondre, en fait, on commence juste à comprendre la complexité de l'organisation structurelle au niveau nutritionnel, et bien sûr que la transformation alimentaire va induire des effets. Et aujourd'hui, la littérature nous montre qu'on n'est pas dans des effets qui sont positifs, malheureusement, et qui peuvent expliquer, contribuer parmi d'autres facteurs à cette logique d'inflammation de bas grade, et dont l'obésité est victime, mais également d'autres pathologies. Émilie, je vous laisse rapidement réagir, et après je laisse la parole à Biljana qui va nous parler enfin du microbiote. Là, je voudrais juste rebondir parce que je voudrais qu'on clarifie ce que c'est que l'ultra-transformation, parce qu'à partir d'un moment en alimentation, en tout cas, si on sort des fruits et des légumes, tout est transformé. Qu'est-ce qu'on qualifie d'ultra-transformation ? Et sauf preuve du contraire, pour moi, on ne le lit pas dans le Nutri-Score. Tout à l'heure, on prenait le Nutri-Score comme un élément qui permettait justement d'améliorer la nutrition. Typiquement, pour moi, c'est une des composantes qui est absente et qui ne règle pas le problème totalement de ce qu'on vient de se dire. Et on en parle juste après. Oui, J'aimerais juste, s'il vous plaît, laisser la parole à... j'aimerais juste, s'il vous plaît, laisser la parole à Biljana, parce que tout le monde a parlé du microbiote, sauf vous. Alors, est-ce qu'on peut quand même dire que le microbiote, c'est the new flore intestinale ? Et concrètement, alors, pour celles et ceux qui ne sont pas encore alertes sur le microbiote, on en a déjà beaucoup parlé. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? En quoi, je parlais de boussole en introduction, en quoi c'est une boussole qui est hyper éclairante et qui nous permet de mieux comprendre le rapport alimentation-santé ? Biljana, c'est à vous. Alors, combien de fois on a cité microbiote aujourd'hui ? Je pense beaucoup de fois. Dans la salle, est-ce que tout le monde est au fait de ce qu'est si on le fait à main levée, qui avait déjà entendu parler du microbiote ? Voilà, ouais, quand même. C'est magique. C'est ce que je constate moi tous les jours. Donc le microbiote, je vais le définir, mais aujourd'hui, c'est un mot qui est arrivé jusque la plupart des personnes, au grand public. On en parlait peu il y a 20 ans, mais ça a toujours existé, comme tu le dis. Le microbiote, c'est la flore intestinale. C'est tout simplement la flore intestinale, tous ces micro-organismes qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on héberge, alors aussi bien dans notre tube digestif que sur notre peau, nos poumons aussi, hein. Donc tout cet écosystème en fait qui est composé de bactéries, de levures, de virus, de bactériophages, c'est incroyable, mais ils sont en nous et ils nous aident à agir, à vivre en bonne santé. Alors moi je voulais réagir sur l'ultra-transformation et les produits transformés. Effectivement, souvent quand on parle comme ça à table, entre amis, en famille, avec ses clients, on ne sait pas trop ce que c'est en fait que l'ultra-transformation. Les produits ultra transformés, c'est soit la junk food, soit les produits qu'on va acheter en supermarché, congelés, fabriqués, mais on ne sait pas vraiment définir ce que c'est. Alors moi, j'invite souvent mes clients à regarder les étiquettes. Oui, mais c'est compliqué. À compter le nombre d'ingrédients, à regarder si les ingrédients qui sont sur les étiquettes sont aussi dans vos placards. Donc il y a vraiment besoin effectivement d'accompagner les gens, de les aider à comprendre ce que c'est que l'ultra-transformation. Parce que forcément, vous le disiez tout à l'heure, on va vers les produits faciles,
qu'on a l'habitude de cuisiner. Cuisiner du quinoa, c'est pas simple, hein. Moi, j'en mange souvent, mais on me dit « mais comment tu fais ? J'arrive pas, il n'y a pas de goût ». Donc voilà, c'est vraiment des accompagnements de tous les jours. Alors le microbiote, il joue des rôles hyper importants pour notre santé, hein. Flore intestinale égale digestion, hein. Souvent, flore intestinale, ça nous aide à mieux digérer. Oui, ça aide à digérer, mais ça finit la digestion, ça extrait vraiment toute l'énergie de votre alimentation, tous les nutriments. Donc, le microbiote, il joue ce rôle-là, mais il joue des rôles extrêmement différents et importants. Et je tiens à le souligner parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. C'est une science qui est assez récente et ça fait à peu près 20 ans qu'on a commencé vraiment à s'y intéresser. Pourquoi ? Enfin, on s'y intéressait avant aussi, mais il y a 20 ans, il y a eu un boom technologique, c'était le boom du séquençage. Vous avez entendu parler peut-être de séquençage du génome humain. Et c'est cette technologie qu'on a appliquée au microbiote intestinal. Et depuis, ça a donné un nombre d'études. Alors, je crois qu'il y a à peu près 25 000 études scientifiques qui sont publiées tous les ans sur le microbiote intestinal. On en apprend tous les jours. Les premières associations entre microbiote déséquilibré, je crois que ça a été avec l'obésité. Voilà, maladie, alors je rebondis sur maladie chronique inflammatoire, l'obésité, maladie chronique inflammatoire, diabète, syndrome, enfin toutes les maladies intestinales chroniques sont inflammatoires. Alors on parle de la maladie de Crohn qui sont des pathologies lourdes, la rectocolite hémorragique, mais syndrome du côlon irritable. Et à 10 ans, les médecins, on allait voir son généraliste, vous avez mal à la tête, c'est un problème dans la tête, on prenait du Doliprane, on retournait chez soi. Aujourd'hui, on sait mieux le diagnostiquer. Alors, grâce à beaucoup d'études, mais aujourd'hui, les médecins savent beaucoup mieux le diagnostiquer. C'est devenu une vraie maladie, enfin un vrai symptôme où on va aller chercher des solutions. Malheureusement, je constate que les solutions alimentaires sont encore compliquées à les trouver, surtout auprès de nos praticiens. Syndrome du côlon irritable, c'est 15% de la population. Je pense que ça va augmenter. Vous allez peut-être pouvoir compléter là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on le diagnostique mieux, parce qu'on le prend en charge, parce qu'il y a de plus en plus de diététiciens, nutritionnistes qui vont vous parler de microbiote, qui vont aller s'intéresser aussi à ces sujets-là. Les jeunes, 15, 25, 30 ans, sont de plus en plus touchés. Et il n'y a pas que ça. Alors, on parle beaucoup de microbiote. Je n'ai pas rebondi sur le microbiote des sols, mais c'est par là que ça commence. Il y a beaucoup de sujets. Le microbiote est vraiment au centre d'un beaucoup de nombre de pathologies. Santé mentale, on en a parlé. Un vaste champ d'investigation. Moi, j'aime bien citer une étude que j'apprécie beaucoup par le professeur Nunlist, qui avait observé dans le cas de Parkinson, de la maladie de Parkinson, des premiers signes d'altération dans les intestins, du système nerveux des intestins. Et donc, on voyait dans ces études-là les premiers effets, les premières altérations des neurones de l'intestin qu'on retrouvait après dans le cerveau chez les malades de Parkinson. Donc, le microbiote, et je vais conclure là-dessus, c'est un organe clé. On parle d'équilibre du microbiote. Ouais. Comment est-ce qu'on s'assure d'avoir un bon équilibre du microbiote ? Alors, comment on s'assure ? Alors, déjà, il y a l'alimentation. Enfin, il y a beaucoup de facteurs. D'un point de vue génétique, je pense que ça prend à peu près 10%. Après, il y a l'alimentation. L'alimentation est bien sûr clé dans l'équilibre du microbiote intestinal. Quand on dit équilibre ou déséquilibre, pour moi, c'est vraiment synonyme où ça va de pair avec diversité. Pour avoir un microbiote équilibré, il faut penser à la diversité alimentaire. Alors derrière ce mot diversité, ça peut être plus ou moins difficile d'appréhender ce concept, mais quand je suis avec je fais beaucoup de cours de cuisine, d'ateliers. Quand on parle de ce sujet-là, moi je cite souvent une étude qui a étudié en fait le microbiote de personnes qui consommaient 30 végétaux différents par semaine. Est-ce qu'on peut juste clarifier ce qu'il y a derrière le mot végétaux ? Exactement. Alors j'y venais, et quand je dis ça,
Alors, on a comparé microbiote de personnes qui consomment 30 végétaux différents et au microbiote de personnes qui en consomment que 10. Et on voit une vraie différence entre l'équilibre ou la diversité, la richesse de ce microbiote intestinal. Et quand je dis ça, les gens, ils ouvrent des grands yeux, mais 30 végétaux différents par semaine, déjà les 5 fruits et légumes par jour, je n'y arrive pas. Mais en fait, tout est dans la définition de végétaux. Donc, on n'a pas que les fruits et légumes, on a les céréales. J'invite beaucoup à aller vers les céréales complètes. On a les légumineuses, on les a oubliées. Elles reviennent en France. Je suis très, très contente. Je vois de plus en plus et en force. Et on en cultive. Ce sont les légumineuses. Elles sont très, très importantes aussi pour nos sols. Donc, les légumineuses et puis tout le reste dans le règne végétal. Les fruits secs, les graines, on en cultive beaucoup en France qui sont souvent très riches en protéines, en oméga 3, les graines de lin qu'il faut moudre pour pouvoir consommer, mais les graines de lin très importantes aussi pour les oméga 3. Donc derrière végétaux, vous avez les herbes, les épices. Alors on les compte pas toutes de la même façon, je vais pas détailler. Les huiles, pensez à varier vos huiles. On est soit la team oméga 6, donc la team oméga 6 c'est l'huile d'olive, soit la team oméga 3. Ouais, j'en ai pas beaucoup vu, des personnes de team oméga 3. Mais voilà, l'huile de colza, effectivement, qu'on peut utiliser en cuisine. Mais il y a de très belles huiles qu'on fait en France, le lin, le chanvre. Voilà, c'est toute cette diversité, finalement, que vous allez pouvoir utiliser avec des très bons produits de grande qualité, fabriqués en France, locaux. Et voilà, donc déséquilibre. Souvent, on me demande, mais comment je sais si mon microbiote est déséquilibré ? Alors, comment ? Comment on sait ? Souvent, c'est déjà qu'on commence à avoir des symptômes. Quand on commence à avoir des inconforts, des problèmes pour digérer certaines choses, déjà on peut penser à ce que son microbiote a un certain déséquilibre. Mais après, ça arrive aussi avec l'âge. Ce sont des choses normales. C'est notre corps qui est fait comme ça à partir de 45, 50 ans. Notre microbiote, il va perdre en diversité. Et c'est d'autant plus important à ce moment-là de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on mange ? Comment on mange ? Et surtout parce que dans ces moments-là, on est en train aussi de transmettre à nos enfants des habitudes alimentaires, des habitudes de cuisine. Moi, je milite pour retourner en cuisine. Des fois, on me demande c'est quoi mon rêve, c'est de revenir, alors pas à 20 ans en arrière à la case de départ, mais vraiment à se remettre en cuisine et à redécouvrir le plaisir de cuisiner et le plaisir de se faire du bien. Merci beaucoup, Biliane. Alors, j'aimerais qu'on aborde le sujet de l'information, de la pédagogie de l'information, et j'ai envie de dire de l'information éclairée. C'est quand même compliqué, je pense que tout le monde sera d'accord avec le sujet aujourd'hui dans la salle. C'est quand même compliqué de s'y retrouver entre information contre information, vérité contre vérité, directive, réglementation, scandale alimentaire, discours opposé, label, score et j'en passe. J'en viens à vous, Sabine. Donc le Planet Score, on a compris ce que c'était tout à l'heure, vous nous l'aviez expliqué. En quoi il se distingue, si on rentre un peu plus dans le détail, et notamment du Nutri-Score V2 qui est à l'actualité, puisqu'il a été signé aujourd'hui. En quoi le Planet Score, plus en détail, se distingue d'autres scores, et notamment du Nutri-Score V2 qui est censé être... Il n'a aucun rapport avec le Nutri-Score, puisque c'est une information environnementale, qualité environnementale et mode d'élevage. Donc là, on est dans un champ qui est totalement distinct. L'autre point que j'évoquais tout à l'heure, qui est au-delà de cette information environnementale, qui est effectivement affichée par de grandes entreprises, de grandes marques et des petites également, donc des collectifs de producteurs, c'est que cette information environnementale, c'est la porte d'entrée dans les enjeux systémiques qu'on a évoqués tout à l'heure. Anthony en a très bien parlé. En fait, on est face à des défaillances multiples aujourd'hui du système, non seulement d'information des consommateurs, d'accessibilité. Anne-Sophie en a bien parlé. En fait, effectivement, on est dans des systèmes organisés aujourd'hui où la commoditisation des matières premières agricoles fait que les produits les plus accessibles sont souvent les plus mal produits, les plus mal fabriqués, les plus sucrés, avec des index glycémiques souvent extrêmement élevés. Et effectivement, c'est vraiment la double peine, parce que là, on n'a pas de politique publique pour lutter contre cette précarité-là. Et on n'a pas non plus de politique publique contre le marketing, tu l'as évoqué, ou contre carrément l'interdiction d'un certain nombre de substances, ou quand ça finit par arriver, ça met très très longtemps. Donc en fait, ce qu'on fait avec Planet Score, au-delà de la partie environnementale et mode d'élevage, avec certaines entreprises, c'est déjà développé depuis 1 an et demi, on va le sortir officiellement après la phase pilote le 23 avril. Je vous incite à un webinaire
webinaire où d'ailleurs Anthony Berthoud sera également présent, avec des médecins, avec des chercheurs de l'INRA en nutrition humaine, pour lancer également une transparence sur ce qu'est l'ultra-transformation, avec de la nuance, pas juste blanc-noir. En fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas des produits parfaits, des produits bruts, et puis des produits, tout ce qui serait élaboré serait complètement affreux. Ça n'est pas le cas. Quand on regarde la réalité du marché agroalimentaire aujourd'hui, on a des produits transformés qui sont très bien faits, des produits élaborés qui sont très respectueux, même du microbiote, comme on pourrait les faire à la maison. Donc ce dispositif d'information va permettre aux gens de comprendre si un produit est bon ou pas, non pas s'il est gras ou pas, ou s'il est calorique ou pas, parce que ça, c'est pas un sujet en fait de santé. Et moi, c'est ce qui me gêne, puisqu'on parle du Nutri-Score. C'est ce qui me gêne dans Nutri-Score en tant que consommatrice. C'est que, pour moi, ça n'a aucun intérêt de savoir que le beurre est gras, ou que le comté est gras, ou le roquefort. Enfin, ça n'a sincèrement aucune importance sur la santé. Et alors, l'autre point qui me gêne beaucoup, c'est qu'il y a une forme de diabolisation des graisses dans Nutri-Score et des acides gras saturés. Scientifiquement, aujourd'hui, moi, je pense qu'on aurait dû passer direct à la V3, parce que Nutri-Score V2 continue à diaboliser les acides gras saturés, qui sont des acides gras en fait stables. Alors, quand on dit saturé, je pense qu'on a fait vraiment, je ne sais pas qui a décidé de qualifier ça comme ça au départ. Chimiquement, ça veut dire que les liens sont stables dans la molécule et que ça ne provoque pas de dégâts derrière. En fait, aujourd'hui, les gens ont dans l'esprit qu'une graisse saturée, elle va saturer leurs artères. Célèbre théorie de l'incorporation, c'est comme si on vous dit, vous mangez des poivrons, vous allez devenir rouge. C'est complètement idiot. Une graisse saturée, les graisses saturées font partie des graisses dont on a absolument besoin pour nos hormones, pour nos membranes. Enfin, je veux dire, on est complètement idiot là-dessus. Donc pour moi, Nutri-Score apporte une information qui va vous dire si c'est calorique ou pas, si c'est gras ou pas. Alors là, pour le coup, si c'est shamé parce que c'est gras, c'est bien dommage, parce que les produits gras sont ultra satiétogènes. Là où on a un problème, c'est quand c'est gras et sucré. Là, oui, d'accord. Et pourquoi aujourd'hui on a tous ces problèmes métaboliques? Je rappelle quand même qu'en termes d'évolution humaine, si vous vous intéressez un petit peu à l'archéologie, l'anthropologie, les humains ont quand même un métabolisme qui est assez proche de celui du loup en réalité. Il faut être clair là-dessus. Bien sûr qu'on peut manger des végétaux, on peut diversifier notre alimentation, c'est quelque chose qu'on fait depuis un peu plus de 10 000 ans, mais c'est compliqué et on n'a pas un métabolisme qui est très adapté à manger beaucoup de glucides, et notamment des glucides à assimilation hyper rapide. Pour faire du foie gras, vous ne pouvez pas faire du foie gras en mangeant des graisses, il faut manger des glucides. Vous ne pouvez pas stocker de la graisse très facilement, si ce n'est avec des glucides. Donc voilà, il faut quand même être un tout petit peu raisonnable sur ce qu'on dit. Et moi, je pense que si on veut prioriser en termes de santé publique, il faut parler d'ultra-transformation, des additifs hyper communs dans votre alimentation. Polysorbate de sodium, donc P80, CMC par exemple. Vous donnez ça quelques semaines à des souris, vous les faites devenir diabétiques. Alors ok, on n'est pas des souris. Mais quand même, ce qu'on voit, pour revenir au microbiote, puisque ça, ce sont des essais de l'INRA, vous mettez ces souris-là, soit des souris qui ont un microbiote naturel, soit des souris qui sont en bulle, qui sont des souris naturellement sans microbiote, donc axéniques. Les souris axéniques que vous nourrissez avec ces additifs alimentaires ne deviennent pas diabétiques, parce que ça ne perdure pas leur microbiote, elles n'en ont pas. Donc en fait, c'est bien par la perturbation du microbiote que des agents qui sont des additifs dans l'ultra-transformation, mais aussi des détériorations de matrices alimentaires, comme Anthony l'a évoqué tout à l'heure, donc des produits, par exemple, les céréales de petit déjeuner. Combien d'entre vous pensent encore que les céréales de petit déjeuner sont une bonne idée pour la santé? Je rappelle quand même qu'on a des Nutri-Score A, B, alors peut-être un jour C, mais enfin C, ça veut dire que les ventes vont continuer à être ce qu'elles sont aujourd'hui, sur des céréales soufflées de petit déjeuner, ultra sucrées et extrudées. Qu'en plus, les gens sont incités à manger ça avec du lait écrémé, parce que le gras, c'est mauvais. Mais là, vous commencez votre journée avec ça, vous êtes fichu. Franchement, c'est une catastrophe de santé publique de dire ce genre de choses. Et ça ne se sait pas encore suffisamment. Monsieur Kellogg, dans les années 50, quand il a développé sa fameuse céréale soufflée, il l'a fait pourquoi? Ce que je vous dis là est sur Radio France, je ne suis pas en train de sortir des théories fumeuses. C'est renseigné dans des travaux d'histoire et de sociologie. C'était pour calmer les ardeurs sexuelles de ses patients. Ce n'est pas une blague, alors je ne sais pas comment il a eu cette idée-là, mais avec la théorie selon laquelle manger de la viande rendait les gens luxurieux, très en appétit au niveau sexuel. On en est quand même là. Et ce qui me gêne, moi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie d'idéologie dans certaines choses qui ne sont pas des choses réelles. Donc quand on parle d'alimentation, on parle beaucoup de végétalisation. Attention, on n'est pas des herbivores quand même. Donc moi, je ne milite pas du tout pour... bien sûr, il faut diminuer la consommation de viande aussi pour des questions environnementales, mais tout le monde fait une fixation sur la viande.
la viande. Il n'y a pas la viande, on en a parlé tout à l'heure, il y a des systèmes de production de viande. Et les viandes rouges, enfin moi franchement, je suis désolée, on a vécu un paquet de centaines de milliers d'années, même un peu plus de 2 millions d'années en hominidés. On s'est quand même nourri beaucoup de viande rouge et de graisses saturées, quasiment exclusivement. Enfin, imaginez qu'ils n'avaient pas du quinoa et des poivrons au supermarché. Hein. Donc, quand on parle de ces sujets alimentaires, une partie du dogme, et je suis désolée, c'est pas que le végétarisme, etc., ne sont pas des bonnes idées, mais typiquement, on n'est pas du tout fait pour être végane. Désolée, ça c'est une erreur métabolique. Et quand on parle de végétarisme, c'est quand même quelque chose de très compliqué à équilibrer. Il faut être bien suivi. Et donc, soyez vigilants si vous êtes dans ces démarches-là. Faites-le pour différentes raisons de sensibilité, ok, mais ne vous dites pas que c'est forcément mieux pour votre santé. Ça n'est pas hyper satiétogène et ça n'est pas forcément très équilibré, notamment en termes d'acides gras saturés. Anthony en a parlé tout à l'heure. Là, on a vraiment une idéologie derrière tout ce qui est végétalisation qui peut être problématique pour la santé humaine. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que s'ils mangent des céréales et puis des fruits et légumes, mais ça passe souvent à la trappe, ils vont aller très très bien. La réalité, c'est que non. Et d'ailleurs, on est en train de faire cette expérience à l'échelle mondiale. On fait du low fat, super low fat, depuis 50 ans. Et on n'a jamais été aussi mal. Je voulais juste faire réagir Célia et après je vous donnerai la parole, Biliane. D'accord. Ok. Donc sur le gras d'abord. Oui, je voulais juste rebondir sur le gras et la diabolisation du gras. C'est vrai que, moi, je voulais compléter qu'on a besoin de gras. On a besoin de gras parce que ça fait partie de nos cellules. On a besoin de bon gras. Et il ne faut pas le retirer forcément de son alimentation. On en a besoin. Donc, le bon gras, en fait, je reviens sur les oméga 3. Hein. On a les oméga 6, les oméga 3. Mais les oméga 3, aujourd'hui, on en consomme, comme le disait Anthony tout à l'heure, très peu parce qu'on consomme plus de poissons gras. On n'a pas tendance à aller vers les sardines, maquereaux. Moi, je le dis tous les jours, manger des sardines, manger des maquereaux, personne n'en mange. Donc non, on n'arrive pas. Donc on va vers les oméga 3 végétaux, sauf que les oméga 3 végétaux ne sont pas aussi bien assimilés que les oméga 3 animaux. Donc ces oméga 3 sont vraiment essentiels parce qu'ils sont anti-inflammatoires. Ils sont anti-inflammatoires. Les oméga 3, on les connaît pour le cerveau, mais aujourd'hui, on sait qu'ils sont aussi anti-inflammatoires et qu'ils agissent sur notre intestin. Il y a des études très récentes qui ont même pu observer que ces oméga 3 sont capables aussi de rétablir et de rééquilibrer un tout petit peu le microbiote intestinal. Alors, c'est des études nouvelles qui je crois, vont grandir, mais c'est vrai que l'inflammation perturbe le microbiote intestinal, diminue la diversité du microbiote intestinal. Vous perdez certains microbes, certaines bonnes bactéries de votre microbiote intestinal quand vous êtes en surpoids. Et donc, l'inflammation va continuer à détériorer. Et ces oméga 3, en plus d'être importants pour notre corps et nos cellules, ils sont aussi, jouent un rôle aussi très important sur l'équilibre du microbiote. Merci beaucoup, Biliane. Célia, vous voulez juste une seconde. Au-delà des oméga 3 qui sont polyinsaturés, il faut aussi manger des acides gras saturés. Ils sont très anti-inflammatoires. Oui, je voulais juste qu'on... Merci beaucoup, Sabine. Merci. Célia, on vous écoute. Pour moi, il y avait 2 petites notions que j'aimerais rajouter à ce débat. On a parlé, j'ai entendu le mot plaisir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études en France où on est une société de plaisir et de convivialité, des études d'anthropologie. J'ai posé la question à 170 personnes en situation d'obésité et de diabète. Pour vous, ce titre, il veut dire quoi? Se nourrir pour se guérir? 78% des réponses, c'était d'abord plaisir, convivialité. Arrivait la partie santé à 55%. Et je pense qu'il faut aussi arriver à faire du « et » aujourd'hui si on veut être entendu, accompagné. Donc pour moi, cette notion de plaisir et convivialité, c'est la société française et il faut qu'on arrive à faire ce « et ». Et le deuxième point qui est très important pour moi, c'est la prévention. On a parlé de savoir lire et d'information, mais je pense qu'il me manque vraiment le mot prévention et faire de la prévention dès le plus jeune âge. Et j'adore les 1000, voire maintenant on parle des 2000 premiers jours, mais je pense aussi quand on commence à savoir développer son pouvoir d'agir et le fameux empowerment dont on parle, quand on commence à être en école primaire, avant l'adolescence, quand on commence à faire des choix, arriver à poser ces préventions-là et surtout en prévention 360. Et prévention, ça veut dire vraiment retravailler le mode de vie, à la fois à titre individuel, collectif, sociétal, et c'est vraiment des choses qui sont un peu le parent pauvre. Il y a des projets superbes, j'en profite parce que je les vois au fond de la salle, comme l'association VIF, Vivons en forme, qui fait des choses sur même réapprendre à aimer le goût de l'eau.
de l'eau avec des bulles, de l'eau avec un citron dedans, et comment est-ce que je réapprends des choses. Et je pense vraiment que ce mot prévention, j'aimerais bien le rajouter là, au-delà aussi de juste l'information, et je pense qu'il est clé aujourd'hui dans ce qu'on peut mettre en place. Merci beaucoup. Si je peux juste rajouter quelque chose. Ce que Célia dit est hyper important, c'est que en fait, si je reviens à ce que tu disais, l'information tue l'info. Et en fait, si on regarde, nous on voit auprès de nos associations et auprès des adhérents des associations, on ne sait plus ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, sur quelle quantité, où, quand, comment, à quel âge, on doit manger ça, pas ça. Les gens sont perdus, c'est ultra anxiogène. Alors qu'on a besoin, j'ai envie de dire, d'un mode d'emploi simple, plaisir, non culpabilisant. Le corps a besoin de tout, mais avant tout, on a besoin que, quelque part, on arrête de nous stigmatiser. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas aussi grand que le voisin, ça ne va pas. Si vous n'avez pas tout un tas de dernier téléphone à la mode, ou ça ne va pas. Donc le regard des autres, le jugement des autres pèse aussi fort sur la santé mentale. Et plus les gens ne vont pas bien, plus les gens, en fait, vont chercher moi j'appelle ça des antidépresseurs par la nourriture. Parce que, en fait, vous arrivez, vous en pouvez plus. Et qu'on en parlait tout à l'heure avec Célia, on a eu des charges mentales de travail colossales. Et je vais le dire, on a bossé, nous, comme des malades, jour et nuit, week-end inclus, jusqu'à minuit, pendant 3 mois. Je peux vous assurer qu'on s'est dû manger à 3 boîtes de chocolat. Parce que c'était l'antidépresseur du truc. Donc, il faut remettre de l'humain, de la simplicité, de l'humanité et du sens. Du sens. On n'est pas des robots. Et à un moment donné, un peu de bienveillance. Je peux vous assurer que vous dormez mieux. Et puis vous dites, je peux être fier de moi. Envers soi-même et envers les autres. Ah, complètement. Il nous reste 10 minutes. On m'a précisé qu'on avait des micros et que, en général, qu'on va vous laisser la possibilité de poser 2-3 questions sur ces 10 minutes. Donc, il faut toujours une première personne qui se lance. Et on en a une. Merci, madame. Hop, on va vous ramener le micro. Merci beaucoup. Alors, on va vous donner le micro, comme ça on est sûr que tout le monde vous entend. Merci beaucoup. Vous m'entendez là ? Oui. Moi j'ai une question sur le microbiote, parce que donc, je suis scientifique. Et... Le micro Pardon, marche pas. vous m'entendez plus ça y est, c'est bon, oui. Là, sur le microbiote, parce qu'on voit pas mal d'études scientifiques qui parlent du deuxième cerveau, de plus en plus. Et j'avais vu une étude, alors je ne sais plus, ça doit être Science et Vie ou autre, où il parlait donc c'était souvent des études sur les rats, où il y avait eu une double, j'allais dire en double aveugle, mais c'est pas le cas puisque c'est des rats, où ils avaient échangé sur une population de rats qui était dépressive et une population normale, entre guillemets. Ils avaient échangé les de chacune des populations et avaient rendu dépressives ceux qui ne l'étaient pas à la base. Donc voilà, ça c'était, si vous pouviez juste parler de ça. Et j'ai une deuxième question qui concerne, alors c'est peut-être une question bête, mais c'est vrai que je me posais la question sur le fait de l'obésité et de l'impact génétique. Donc famille d'obèses et souvent voilà. Et est-ce que, ça c'est ma question peut-être bête, mais est-ce que quand on parle de génétique là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu un abus de langage? Est-ce que c'est vraiment écrit dans le gène, ce que je veux dire, ou est-ce que plus dans une façon de vivre, si vous avez des parents qui, je sais pas comment le dire pour pas choquer ou être, si vous avez 2 parents qui vous incitent à manger énormément, c'est normal que Donc on va répondre à ces 2 questions. Merci. Vous voyez ce que je veux dire. Oui. On commence par le microbiote.
microbiote, et on commence par l'axe intestin-cerveau. Effectivement, voilà, on a de plus en plus d'études qui vont étudier cette transmission, en fait, cette communication entre le cerveau et les microbiotes. Alors l'étude dont vous avez parlé, effectivement, c'est des études voilà, qu'on a réalisées et qu'on réalise sur d'autres thématiques, l'autisme en particulier aussi, l'autisme, Parkinson, Alzheimer aussi. On commence aussi à essayer de trouver finalement le but du jeu, c'est vraiment, enfin le but du jeu nerf de la guerre, c'est d'essayer de trouver est-ce qu'il y a des micro-organismes vraiment responsables ou est-ce que c'est plutôt la pathologie qui va agir sur le microbiote. Alors à côté de ça, il y a toujours le périmètre de l'alimentation, il y a le périmètre des facteurs génétiques, il y a le périmètre des facteurs environnementaux. Donc en fait, ce n'est pas un sujet simple, mais ce qui est clair, c'est que le microbiote, il va communiquer avec le cerveau. Alors la plupart du temps, ça se passe par le nerf vague. Donc le nerf vague voilà, doit envoyer des signaux au cerveau. Alors c'est des signaux électriques qui se transmettent, beaucoup par l'intermédiaire de petites molécules qui sont synthétisées par le microbiote. Alors, pour donner des exemples, on a le GABA qui va être une molécule qui va être synthétisée par le microbiote et qui est en lien justement avec une susceptibilité à l'anxiété. On a la sérotonine qui est fabriquée par l'intestin. 95% de la sérotonine est fabriquée par les cellules intestinales. C'est l'hormone du bonheur. Donc, il y a une vraie communication entre le microbiote et le cerveau. Et c'est pareil, le cerveau va envoyer aussi des signaux à l'intestin. Souvent, quand on est en période de stress, on peut avoir des troubles intestinaux et ça se sent facilement. Donc, c'est facile de comprendre en fait le lien descendant et parfois un peu plus compliqué de comprendre le lien ascendant. Il y a encore plein de notions, plein de choses qu'on n'a pas encore découvertes sur cette communication. Mais le nerf vague, la stimulation du nerf vague est hyper importante et il faut qu'elle se fasse bien. Alors souvent, l'alimentation joue un rôle, mais il y a aussi beaucoup d'alternatives, de respiration, d'activité physique aussi. Il y a un vrai enjeu activité physique pour un microbiote équilibré, pour une bonne transmission de ces informations. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Et on passe à pardon, je vais juste laisser parce que. Oui. Pour la partie génétique, en fait, la question, c'est pas vraiment le gène, c'est la question de l'information et de la transmission de l'information. Et si vous êtes scientifique, vous connaissez sans doute ce terme d'épigénétique. En fait, épigénétique, littéralement, c'est ce qui est en périphérie de la génétique. Et en fait, pendant très longtemps, on a considéré que les gènes étaient les seuls vecteurs. Sauf que les gènes, c'est 2 à 3% de l'information génétique et le reste, c'était ce qu'on appelait la junk DNA. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on considère que c'est l'ADN poubelle et estimait que plus de 80% de l'information transmise ne servira à rien. C'est une vision très réductionniste des choses. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'on a comme des interrupteurs on-off qui sont ce qu'on appelle des empreintes épigénétiques. C'est-à-dire qu'en fonction de notre mode de vie, donc la qualité de l'alimentation, on parlait des émotions, le niveau psycho-émotionnel, les niveaux de contaminants, l'activité physique, la sociabilisation, le sommeil. En fait, ce sont des facteurs qui vont moduler en fait, ces marqueurs, soit de manière positive ou de manière négative. Et en fonction de ce que vous avez mangé hier soir, vous avez créé des empreintes épigénétiques. Et vous dites, finalement, c'est comme des post-it en fait. Et soit vous avez des post-it qui sont très fins avec une colle très fine, soit vous avez de la superglue avec un post-it qui est très épais. Donc sur ce que vous avez mangé hier, c'est très probable que ce soit un post-it très léger qui va s'enlever très, très facilement, positif ou négatif. Sauf qu'on a aujourd'hui découvert que ce post-it, il va se transmettre à l'échelle des générations. Et plus le facteur de stress est important, stress au sens de l'empreinte épigénétique, plus la transmission est forte. Chez l'homme, alors on a une pléthore de publications, j'ai pas le temps, donc je vais pas les développer, mais on sait qu'au moins jusqu'à la 3e génération, on va transmettre une information épigénétique qui n'est pas l'information du gène, mais l'information de communication du gène. Chez le ver de terre, on voit jusqu'à 14 générations qui vont être impactées par le mode de vie de l'ancêtre du ver 14 générations avant. Et ça, c'est très important parce qu'effectivement, dans votre question de la part génétique de l'obésité, on estime que la variance génétique à proprement dit, elle est à peu près de 3%, donc elle est faible. Par contre, dans le mode de vie des parents, on va impacter ces empreintes épigénétiques qui vont impacter l'enfant, mais qui vont impacter la descendance,
les petits-enfants, etc. Je vais juste donner une étude qui a été assez connue sur la fin de Seconde Guerre mondiale, où les femmes dénutries en fait, ont donné naissance à des enfants avec un faible poids de naissance. Et on sait que ça augmente le risque notamment d'obésité à l'âge adulte et de complications métaboliques. Les enfants ont vécu dans un environnement alimentaire adapté, mais ont développé une obésité à l'âge adulte. Ces mêmes enfants, devenus adultes, ont eu des enfants qui ont eux aussi des faibles poids de naissance, qui ont développé à leur tour une obésité. Il a fallu attendre 3 générations pour que le post-it en fait s'enlève. Donc la notion de l'épigénétique, elle est très très importante parce que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est en lien avec l'impact de notre mode de vie sur l'expression de nos gènes. Donc c'est pas plus notre gène que l'expression qu'on va en faire à travers notre mode de vie, quoi. Merci beaucoup Anthony. Alors je suis navrée, on est contraint par le temps, il faut qu'on finisse à l'heure. Il nous reste 2 minutes et je vous propose, Sébastien, de conclure la table ronde. Le mot de la fin. Et pour une petite question, non? Je suis navrée, en fait, on a vraiment 2 minutes. Il faut absolument qu'on soit sorti à 18h30. Oui, j'avais le micro, monsieur, excusez-moi. Moi, je voulais juste vous dire que je reste sur ma faim. On est à l'Université de la Terre, nature égale futur. Vous avez beaucoup parlé recettes, ingrédients, mais nous n'avons pas parlé de la terre, pas assez. J'aurais aimé entendre beaucoup plus Émilie Lovenbach parler des modèles agricoles, parler du bio, que l'on entende des chercheurs et des experts des sols. Et voilà, je reste sur ma faim et j'ai l'impression que vous n'avez pas répondu au thème que vous vous étiez donné. Merci. Je comprends votre frustration. On a 7 intervenantes et intervenants, comme vous pouvez le voir, sur des sujets très variés. Donc, on a essayé de respecter le... voilà, bref. Sébastien, je vous laisse conclure. Non, mais la terre, les sols, j'en ai parlé beaucoup trop rapidement. Je peux le répéter. S'il n'y a pas de santé des sols, il n'y a pas de sécurité alimentaire, ni nutritionnelle. Donc, évidemment, prendre soin de la terre, c'est prendre soin de l'ensemble du vivant. Et quand on parle d'écologie circulaire et d'une seule santé, c'est bien ça l'idée. Après, je peux comprendre votre frustration. Il y a beaucoup de choses par ailleurs sur ces sujets. Si ça, le thème était celui-là, je voudrais juste rebondir sur 3 choses très rapidement. 1, la complexité de tout ce qui a été évoqué, qui appelle quand même à la fois de la modestie, ça a été évoqué, mais surtout casser les murs, quoi, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans des pensées très silotées, très disciplinées. Or, en fait, on voit que sur plein de sujets, pas que sur celui-là, et je retrouve aussi le sujet de bienveillance, c'est-à-dire écoutons les uns et les autres. Écoutez des agriculteurs, pourquoi c'est compliqué parfois d'aller faire des choses. Écoutons parfois des consommateurs, pourquoi c'est compliqué de consommer 5 fruits et légumes, etc. Donc, écoutons les uns les autres, tout le monde. Il n'y a personne qui a raison tout seul, surtout pas sur des sujets si complexes. Donc, ça, je le dis parce qu'on est dans des temps de débat démocratique où on a un peu tendance à tuer le contradictoire. Or, s'il n'y a plus de contradictoire, il n'y a pas de démocratie. La deuxième chose, c'est ce qui a été dit sur ce qu'est l'alimentation. C'est le plus grand bastion de la liberté sur la planète. Il y a plus de gens libres dans l'acte citoyen qui est possible de faire à travers l'alimentation que de gens qui vivent en démocratie. Pardon d'insister là-dessus, on est quand même entre l'UNESCO et un ministère. Vous avez moins de 7% de la population mondiale aujourd'hui qui vit en démocratie. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, l'alimentation, c'est un acte vital, mais c'est aussi un acte citoyen. La troisième chose, c'est sur la question de l'éducation. Parce que c'est un sujet sur lequel j'ai souvent porté des messages avec d'autres. Et sur l'éducation alimentaire, évidemment, ça peut commencer à la maison. Et là, ça pose plein de questions, évidemment. Je prends un exemple. C'est sûr que si vous construisez plein de nouveaux appartements sans cuisine, ça ne va pas aider beaucoup en termes d'éducation alimentaire. Donc, vous voyez que même quand on fait de l'architecture et des bâtiments, on a déjà un pied dans l'assiette. La deuxième chose sur l'éducation alimentaire à l'école, je veux dire, les bras m'en tombent année après année, qu'on propose plein de réformes tout le temps des programmes scolaires, tellement qu'on fait trop de réformes scolaires, il n'y a jamais d'éducation alimentaire qui débarque dans les programmes. Quand vous proposez de mettre de l'éducation alimentaire à la cantine, parce que ça peut être un temps dédié, la réponse, c'est qu'il n'y a pas assez de place pour accueillir tous les enfants à la cantine. Eh ben, je répète une chose très simple. Si en France, depuis 20-30 ans, on n'avait pas construit des ronds-points tous les 200 mètres,
et dépenser de l'argent pour avoir de la cantine scolaire pour tous, avec des subventions pour qu'il y ait de l'alimentation de qualité pour tous, et faire que la cantine soit aussi un bastion de la démocratie, parce que les enfants se mélangent beaucoup plus à la cantine qu'en classe, classe qui, sur un siècle, se fait de la même manière, c'est-à-dire en étant assis du matin au soir, ce qui est une aberration par ailleurs. Donc voilà, moi, ce que suscite un peu en prenant à nouveau l'hélicoptère, mais je trouve que ce qui a été évoqué montre bien que c'est complexe, le sujet des voyez, aujourd'hui, vous prenez des produits, ça devient illisible. Il y a tellement d'informations que ça devient suspect. D'abord, c'est indéchiffrable pour beaucoup de personnes. Il y a trop d'informations. Et donc, plus il y a de normes, plus il y a de labels, en fait, ça devient angoissant. Et ça, je pense qu'il y a une vraie réflexion aussi à faire, parce que quand on ne comprend pas, je retrouve aussi ce point-là, quand on ne comprend pas, du coup, c'est plus compliqué, etc. Merci. Bon appétit. Merci beaucoup Sébastien, merci à l'ensemble des intervenants et intervenantes qu'on peut applaudir, et enfin merci pour votre présence. L'Université de la Terre continue, notamment demain, donc je vous souhaite une belle continuation et une belle édition. Merci, bonne soirée.